il est ouvert. Mais moi-même, là, je vais poser une question à M. le ministre. Monsieur le ministre, tout ce que vous venez de nous dire, on ne vous a pas applaudi parce que c'est tellement, j'ai l'impression de dire, surnaturel, surréel. Pourquoi c'est maintenant que vous mettez le doigt là où la Côte d'Ivoire devait passer pour amorcer ce développement? Et pendant que vous étiez dans les différents gouvernements, pourquoi vous n'en avez pas fait votre cheval de bataille à l'intérieur, pour sensibiliser à l'intérieur, et qu'aujourd'hui vous venez à Paris pour nous dire voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire? Ça, c'est la première question. La liste est ouverte. Je vous donne le micro. J'ai toujours dit que le problème, ce n'est pas les hommes politiques, mais c'est le peuple. Vous n'écoutez pas les gens. Moi, quand je retrouve mes publications de 2008, mes cassettes de 2008, mes vidéos de 2008, je dis, mais Yamie, tu vas lasser les gens. Essaie de créer autre chose. Je dis exactement la même chose. Je me rappelle que quand je décide d'être candidat, je suis encore dans le bureau du directeur général des douanes et je reçois la visite d'un expert du Fonds monétaire. Et pour le provoquer, je dis, moi je crois que le vrai problème dans un pays, c'est l'emploi. Parce que si chaque citoyen travaille, qu'il a un salaire, on a résolu la totalité des problèmes. Parce que non seulement il peut se prendre en charge, fonder une famille, éduquer ses enfants, se soigner, mais c'est son travail qui constitue ce qu'on appelle le PIB. Quand on dit PIB, on additionne la production annuelle de toutes les personnes morales, physiques, on a dit c'est ça, ils ont travaillé pour cette année, c'est ça. Donc il faut que chacun travaille. C'est pour ça que je dis, la nouvelle Côte d'Ivoire, nous avons un objectif. Un Ivoirien, une formation pertinente, pas en sociologie, en psychologie, des trucs bizarres. Une formation pertinente, qualifiante et un travail bien payé. Comme ça, quand je dis bien rémunéré, les gens ne comprennent pas. Je dis bien payé. C'est ce que je dis depuis 2008. En 2008, je disais même aux jeunes que je vais mettre en place un droit opposable à l'emploi. C'est écrit dans la Constitution que l'État doit faire en sorte que chacun travaille. Le droit à l'emploi. Donc, ça va être un droit. Ça dit, si tu vas à l'école jusqu'à 20 ans, tu fais 20 ans que tu ne trouves pas de travail, l'État doit te payer. J'ai dit ça, on ne m'écoute pas. J'ai dit la même chose. Vous dites, comment est-ce que je me retrouve moi au RHDP? Je me retrouve au RHDP parce que entre les deux tours, en 2011, la LMP, c'est comme ça on dit, non? C'est la majorité présidentielle, la LMP et le RHDP sollicitent tous les candidats qui ne vont pas au deuxième tour. Donc, naturellement, on sollicite. On me sollicite, moi et mon parti. Les deux camps. On a voté, mais j'ai jeté le résultat du vote. Je me suis assis, j'ai écrit. J'ai écrit la lettre, je vais vous la présenter si vous voulez, je vais vous envoyer ça par mail. J'ai dit, si on lutte contre la corruption, ça fait environ, si je retrouve la lettre, ça fait environ, je crois, 500 milliards de plus par an de recettes. En 5 ans, ça fera 2500 milliards. Et voilà donc la répartition, les secteurs auxquels on doit allouer ces 2500 milliards. Si vous êtes d'accord avec ça, et que vous êtes éventuellement prêt à nous associer à la mise en œuvre de ça, on est prêt à vous soutenir. La LMP ne nous a jamais répondu. C'est Ouattara qui nous a répondu. Voilà comment je me trouve au RHDP. Je ne suis pas allé là-bas parce que je connaissais le métier des armes. Je suis allé là-bas parce que quelqu'un m'a dit qu'il est prêt à lutter contre la corruption. Vous avez été trahi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui à Paris que je dis ça. C'est depuis 2008.
Quand j'étais au gouvernement, parce que ce que je dis toujours, il y a un moment pour parler et il y a un moment pour agir. Mais moi, si tu me donnes un ministère, donc, oui, moi, je n'ai jamais compris les gens qui démissionnent en Afrique. Je ne suis pas un démissionnaire. Parce que quand quelqu'un démissionne en Afrique, il dit voilà quelqu'un, il a été courageux, il a démissionné. Je ne suis pas un démissionnaire. Quand tu me donnes un travail, mais je le fais. C'est pas mon travail que je parle. Donc, quand je rentre dans le gouvernement, Monsieur Etienne, c'est votre réponse. Oui. Tu vas leur donner les nouvelles avant de venir. Non. Je dis, moi, l'argent se trouve chez nous. Donc, quand tu me nommes ministre de la fonction publique, je regarde si l'argent qu'on dépense pour les fonctionnaires est juste. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas fonctionnaires et puis qui perçoivent le salaire? C'est la première fois, en 2011, que vous avez entendu parler au niveau de fonctionnaires fictifs. Mais je les ai tous sortis du fichier. À 0 francs en plus. Parce que quand j'arrivais, il y avait un projet de carte d'identité biométrique des fonctionnaires. J'ai dit, mais ça m'a apporté quoi? Même si le type ne travaille pas, il a fait sa carte d'identité, ça change quoi? J'ai mis en place un système que je peux vous expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai sorti tous les fonctionnaires fictifs. C'est des dizaines de milliards qu'on a économisés. Donc, au lieu de dire je suis contre la corruption, j'ai montré que j'étais contre la corruption. Ça, c'est un. De deux, tous les concours que moi j'ai organisés, il n'y avait pas de frais de concours. Mais ça, c'est la caisse noire du ministre de la fonction publique. Mais aucun Ivoirien ne paie un radis pour passer un concours quand je suis ministre de la fonction publique. Donc, je ne parle plus en ce moment de corruption. Je montre. Quand on est au gouvernement, on ne parle plus. C'est quand on n'est pas en critique. Je n'étais pas opposant, j'étais au gouvernement, il fallait parler travail. Quand j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, aucun bachelier n'a payé 10 000 francs pour s'inscrire à l'université. Les inscriptions, les autres, c'était gratuit. Avant moi, c'était payant, après moi, c'est payant. Donc, je ne parle plus, j'agis. Donc, il ne faut pas me faire le procès et dire, ah, c'est maintenant qu'il faut parler. Non. J'ai parlé, j'ai agi, c'est à vous de décider. Donc, je vais déjà dire comment je m'appelle. Oui. Je m'appelle Ali Abdul Kwasi. Je suis en dehors du Précro. Alors, déjà, tout à l'heure, quand vous avez fini votre entrée, on n'a pas réagi, ou sinon moi, je n'ai pas réagi parce que on ne peut plus réagir comme ça. On est des Saint-Thomas, on peut boire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous venez vous parler, maintenant, on veut constater maintenant. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis là quand Jonas m'a envoyé le message, parce que j'étais à Abidjan en avril, septembre, j'ai voulu passer vous voir, je n'ai pas pu. Donc maintenant, il n'est plus question des discours, voilà. Quand on finit, c'est vrai les théories, mais maintenant, avec vous, ça me donne l'impression que ça pourra aller. Alors, j'ai 3 questions, parce que moi, je suis planteur aussi. Voilà. Et ma plantation se trouve à Daokro. Alors, comment se fait-il que autant de Gbagbo, parce que je suis planteur d'EVA, le prix d'EVA a drastiquement dégringolé de 1200. Aujourd'hui, c'est, je crois, 100 et quelques francs. Comment ça se fait? C'est politique, parce que de ce qu'on entend, c'est que c'est pour casser tous ceux qui ont autant de Gbagbo avaient. Parce qu'on sait que tous les refondateurs avaient fait beaucoup de champs d'EVA, et pour les casser, on a baissé les prix de l'EVA. Bon, moi j'ai commencé par, en même temps, mon champ,
sera en production dans 2 ans. Mais comment est-ce que les élites peuvent agir de la sorte? Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question, vous avez parlé de liste électorale, qu'il fallait qu'on s'inscrive sur une liste électorale. Comment on peut s'inscrire sur une liste électorale si les gens, je vais dire ici, on ne sait même pas où on va aller s'inscrire? Parce que certaines fois, quand vous, les politiciens, vous parlez, on a l'impression que vous dites des choses comme ça. Aujourd'hui, pour la plupart, parce que en 2009, j'étais agent ceux qui sont, voilà, les censeurs à l'ambassade. Et la plupart des pièces d'identité vont périmer, je crois, en 2019. Sur la première question, la chute des coûts des matières premières agricoles, je vais donner une réponse, mais bon, tout le monde répond ça. Mais tant qu'on ne transformera pas nous-mêmes, les VA, on fait du pneu avec, on fait même des préservatifs avec. La bonne question devrait être pourquoi on ne fabrique pas ça, on ne fabrique pas ces choses chez nous. Mais je peux abonder dans ce même sens. Il y avait une usine de chocolat que les gens ont voulu mettre en place. Je crois que ça a été fait aux États-Unis. C'est que voilà. Bon, vraiment, je ne suis pas là pour aussi assumer les autres ont fait. Je dis, je suis comme vous, je dis diacre, pourquoi on ne va pas à l'école pour apprendre à fabriquer des pneus? Mieux, avant de fabriquer les pneus, il faut fabriquer la machine qui fabrique le pneu. Mais pourquoi on n'apprend pas à fabriquer des machines? Parce que tant que nous ne fabriquerons pas des machines, on sera toujours à la traîne. Tant qu'on n'apprendra pas à fabriquer des tracteurs, ce n'est pas interdit. Il y a des Noirs qui fabriquent ça aux États-Unis. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire de volonté politique. Il faut faire l'école de ça. Mais nos enfants, même quand on les envoie ici, on leur donne la bourse d'État. Ils viennent ici, c'est pour faire droit. Ils viennent faire droit ici. Comme si même ils allaient travailler ici. D'abord, la plupart. Bon, ça c'est un scandale aussi. On donne des bourses, on prend les impôts des Ivoiriens, on fait des bourses à des jeunes Ivoiriens qui viennent ici, mais qui ne retournent jamais. Aucun parent ne dit à son fils qui a fait des études en France, qui a eu son diplôme, reviens, il reste ici. Ça, on est en train de financer les ressources humaines de la France. Comme c'est une population qui est vieillissante, moi j'en ai rencontré sur l'esplanade de la Défense, et je dis tonton, tu fais quoi ici? Je m'amène à une réunion à la Générale, mais bon, je travaille avec eux, mais je vais créer ma propre boîte ici. Jamais il va retourner. C'est parce que les conditions qui sont là-bas ne sont pas bonnes pour que les gens rentrent. Oui, mais c'est de ça que je vous parle. C'est les changements de conditions. Voilà. Donc, normalement, si on envoie des gens ici, je ne sais même pas si c'est ici qu'il faut les envoyer. Il faut les envoyer dans des endroits où ils apprennent à transformer les VA en pneus. Pour prendre votre exemple. Les gens nous ont dit, ah, si on fabrique le chocolat, nous-mêmes, les Blancs ne vont pas acheter. Il y a un Ivoirien qui est venu ici, il s'appelle Axel. En une heure de temps, les Blancs avaient fini de manger son chocolat. Il demanda, il dit, mais c'est fini. Donc, pour la question, c'est ça. Moi, c'est pour ça. Il faut refaire l'école par rapport à nos besoins. Travail de chocolat, travail d'anacarde, travail de VA. Si on ne fabrique pas plus de préservatifs aussi, on peut fabriquer, non? Hein? Ça, on te dit de fabriquer ça, tu vois. Pas tu en as besoin. Bon, donc c'est ça. Les Africains, c'est ça. Les Chinois, là, c'est ce qu'ils ont fait. Les Japonais et autres, là. Ils étaient au même niveau que nous. Et ils se sont assis, ils disent, bon, les Blancs, là, on dirait qu'ils ont besoin d'appareils photo. Mais entre-temps, ils fabriquent appareils photo pour les autres, mais eux, ils prennent ça, ils viennent photographier les choses ici. Les Japonais, mais ils savent fabriquer, photographier et puis ils savent fabriquer. Vous savez que moi, quand j'ai fini l'école,
ma première voiture, c'était Nissan. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu as payé Nissan, il dit, il est parti payer voiture, c'est japonais là. Hein? Mais aujourd'hui, si tu vas acheter un moteur solide, c'est Toyota. Shintok, vous entendez ça encore? Non. Ah. Dans le domaine du réseau, il y a une société qui effraie même les États-Unis, c'est Huawei. 5G, ils ont fini avec ça. Ils apprennent, ils se cassent la figure, ils font des choses qui se gâtent, mais ils avancent. Nous, on a décidé de consommer. Ouais. On ne fabrique pas, quand quelque chose nous plaît, comment on va faire pour acheter? Si on n'a pas l'argent, on vole. Mais les autres, quand ils ont besoin de quelque chose, ils cherchent à fabriquer. C'est toute la différence. Donc, c'est le chemin qu'il faut comprendre. Les histoires de PIB, on a fait pont, on va organiser la carte. Mais c'est les Chinois qui construisent le stade. S'ils n'ont pas fini, toi, tu vas organiser la carte comment? Bon, la deuxième question, c'était la liste électorale. Ils vont annoncer. Ils vont dire, écoutez quand même, quand on va reprendre les cartes d'identité, bon, ne soyez pas en train de faire autre chose. On le dit. Il faut aller. Sur l'inscription de la liste électorale, il faut aller. Moi, je connais les jeunes, ils ne vont pas. Mais je ne suis pas aussi jeune que ça. Hein. Non, je ne parle pas de vous. C'est à vous rigoler. Non, je ne parle pas de vous. C'est à vous rigoler, monsieur. Et puis vous êtes jeune par rapport à moi. Vous avez l'âge de mon premier fils, même pas, je ne sais pas. Hein? Vous avez quelle année? Moi, ouais. J'ai 42 ans. Oui, quelle année ça peut? Non, sinon, mon premier fils, c'est 77. Ouais, c'est même âge. Ah, tu es jeune. Il dit que petit même, je peux dire. Pour votre brillant exposé. Et j'ai une information à donner à nos frères. Pour ce qui concerne la liste électorale pour la diaspora, il faut déjà aller à l'ambassade, chercher à faire vos cartes consulaires. Ça fait office d'enrôlement en même temps. Donc ça, c'est très important. Il faut y aller. C'est juste ça d'abord. Et puis bon, votre vision, je la partage. Parce que en 97, quand le président Bédié était encore au pouvoir, j'étais parti en Côte d'Ivoire le rencontrer et je lui ai proposé, comme nous sommes le premier producteur mondial du cacao, de faire en sorte de créer des écoles de chocolaterie. Et j'ai eu la chance, sincèrement, d'avoir été écouté. Parce que j'ai conduit 57 lauréats après le Festival international du chocolat qui avait eu lieu à Épinal. J'étais le chef de délégation et on est allé en Côte d'Ivoire. La première fois que ces grands chocolatiers foulaient la plantation d'un cacao. Et M. Giraud, qui est considéré comme le pape du chocolat, qui écrit les meilleurs bouquins, il a pleuré dans la plantation du président Houphouët-Boigny. On a planté même un arbre là-bas qui porte son nom. Bon. Et quand j'avais fini, excusez-moi, hein, je suis un peu long parce qu'il faut expliquer, il a dit quelque chose qui est très intéressant, c'est par rapport au fait qu'on ne fabrique pas nous-mêmes. Donc j'ai été voir le président Bédié, je lui ai dit, président, aujourd'hui le chocolat est devenu un véritable gourmet et que ça ne s'improvise pas. Il faut que les gens apprennent, mais à l'école. Donc j'ai eu cette chance, ils m'ont donné des bâtisses dans l'enceinte de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, avec le directeur Kamaté, qui était le directeur de cet institut. Et on m'a donné des bâtisses pour pouvoir créer l'école. Et ils m'ont mis en contact avec le ministre Diam, qui était au BINEC à l'époque, avec M. Domelo, qui m'ont encadré. Et on a fait le projet. C'est passé en conseil de ministres, ils ont dégagé 1 milliard pour que je puisse venir recruter les chocolatiers qui sont à la retraite ici pour aller former nos jeunes gens. Malheureusement, il y a eu le coup d'État
et le projet n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est dire que mon projet, c'était de faire en sorte que le chocolat rentre d'abord dans nos habitudes alimentaires, qui consiste à faire d'abord la promotion, parce que le Brésil a cette force, parce que quand il produit le café, il consomme 50% de son café. Donc le reste, là, quand ça va sur le marché international, ça fait que ça donne une plus-value. Donc, de ce point de vue, je suis entièrement d'accord. Je pense que ce projet, on peut ressusciter avec la vision que vous avez, pour que la Côte d'Ivoire, qui est le leader mondial du cacao, puisse quand même faire ce projet-là. Mais néanmoins, aujourd'hui, dans la relative opacité sur le plan politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se mette ensemble pour pouvoir arracher le pouvoir à ces despotes qui sont là en train de mettre notre pays en péril par rapport à l'endettement dont vous parlez, et que je ne sais pas quels sont les gens qui seront capables de payer ces dettes-là. Je vous remercie. Je crois que c'est un témoignage, donc il n'y a pas de question. Mais là, sur le chocolat, j'entends souvent ça. Il faut qu'on fabrique et puis nous-mêmes on apprenne à consommer. Non, j'ai dit on consomme aussi. Oui. On ne peut pas produire et puis Mais ne pas si, consommer. C'est un marché. Oui, mais pourquoi tu veux obliger les gens à consommer? Mais au lieu de manger, parce qu'il y a des vertus dans le chocolat. Non, si les gens ne veulent pas manger du chocolat, Mais on produit et puis on envoie aux autres pour consommer. Il y a une chose. Il y a une chose. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, l'économie là, la première théorie qu'on apprend aux étudiants en économie, c'est la loi de l'offre et la demande. Oui. Donc, si à un moment donné, si on ne consomme pas de chocolat, ben, il y a des vertus, mais peut-être qu'on préfère manger autre chose. Mais on ne va pas s'obliger à manger du chocolat. Si on n'arrive pas à vendre du chocolat, il faut arrêter de fabriquer du chocolat. Parce que, attends, peut-être que notre problème sur le chocolat, moi je n'ai pas encore réfléchi en profondeur sur la question, c'est peut-être 2 millions de tonnes. Parce qu'à chaque fois que la quantité baisse, le prix augmente. Peut-être on en produit trop. Peut-être la place du chocolat, il faut faire autre chose. Pourquoi on utilise? Ah oui. Ah oui. Le prix est fixé par rapport à la production mondiale. Donc, si on veut rentrer dans une affaire d'élite, bon, il faut que ce qu'on produit là, il faut qu'on mange. Moi, je ne vois pas un Ivoirien. Un Ivoirien qui va manger le chocolat pour être rassasié. Attention. S'il mange, c'est bien. Et puis le chocolat là, même en France ici, on est combien ici à manger du chocolat? C'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Les gens qui s'offrent du chocolat. Non, c'est pas tant que ça un produit de luxe. Hein. Le chocolat, ça, dans les machines, vous avez les boissons chocolatées, vous avez les barres chocolatées, mais les enfants ils en mangent tout le temps. Ça c'est pas. Tout ce que je veux dire. J'ai compris ce que vous avez dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le problème de l'Afrique, on ne veut pas utiliser ça. Le foutu couché qui est ici. Là. On ne veut pas réfléchir. Mais il faut s'asseoir pour réfléchir. Tu fais un gouvernement de 40 ministres. Ça ne réfléchit pas. Aux États-Unis, ils sont 15. On ne réfléchit pas. Moi, je n'ai pas de solution présentement à tout. Mais quand les problèmes se posent, il faut s'asseoir pour réfléchir. C'est en cela que je dis, peut-être que c'est la quantité, peut-être que la quantité produite est aussi un problème. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que cette quantité baisse, le prix augmente. Donc peut-être qu'il faut utiliser nos forêts classées à faire autre chose qu'à produire forcément du chocolat. Mais pour le reste, on est parfaitement d'accord. Et c'est moi qui ai commencé pour dire, si on a du cacao, pourquoi on veut que tous nos enfants fassent du droit, tout le monde soit inscrit en criminologie, pourquoi on ne les forme pas à transformer le chocolat? Et j'ai donné l'exemple de Axel qui est venu ici, qui a fabriqué le chocolat, et le chocolat a été épuisé. Donc, et puis un pays, la valeur d'un pays c'est quoi?
c'est la même chose que pour le ménage. Hein. La valeur d'un pays, c'est ce qu'il gagne en vendant aux autres. Oui. Donc, c'est l'exportation. Donc, c'est l'exportation. Donc, il faut fabriquer du chocolat et l'exporter. Les élections, on a vu ce qui s'est passé avec les municipales, les élections locales. Et est-ce que vous avez pensé à réformer la CEI parce que ça pose problème. À chaque élection, il y a des remous. Les gens meurent pour une petite élection locale. Deuxième question, j'ai eu une petite expérience avec un conseiller qu'on appelait Vitib, le conseiller du président Gbagbo. On était allé voir le roi belge. On est allé à Bretagne, en Wallonie, et on avait parlé de l'agriculture. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde reconnaît que la Côte d'Ivoire, il y a des bons ingénieurs agricoles, mais il n'y a pas la classe médiane, c'est-à-dire que ceux qui font le BEP, CAP, et vous l'avez abordé tout à l'heure au niveau de la formation. Est-ce que comment vous allez dispatcher les écoles de formation, ça veut dire la mécanique, l'agriculture, former des gens qui vont aller sur le terrain. Comment, ou est-ce que vous avez fait une régionalisation des écoles, une répartition? Comment vous allez vous y prendre pour que tout le monde ait accès, parce qu'on a des villages, on a des hameaux, et les moyens de locomotion, on n'a pas assez de moyens de locomotion pour venir à l'école ou avoir un tuteur. Comment vous allez vous y prendre pour que tout le monde ait accès, ceux qui sont nécessiteux, aient accès à ces écoles? Je vous remercie. La CEI, c'est le débat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Réformer la CEI. L'Union africaine, la Cour de justice de l'Union africaine a estimé que notre CEI n'était pas conforme. N'était pas conforme, et donc on devrait revoir cette CEI. C'est ce qui est en cours. Le mouvement que je dirige participe donc dans le cadre de la plateforme des partis d'opposition, participe à faire donc des propositions au gouvernement sur la réforme de la CEI. Ce n'est pas facile, mais on va faire des propositions, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de secret, il faut investir massivement dans la formation des jeunes. Il faut investir massivement. Moi, j'imagine dans un premier temps un gouvernement en place se fixe un objectif quinquennal d'avoir un établissement d'enseignement professionnel au niveau de chaque département. Il y en a 195, non, plus que ça. Oui, je crois qu'il y en a à peu près 195. Département? Oui. En Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Ouais. On distribue ces choses-là. Pendant que je parle, tu te mets au fond, tu regardes sur Google et puis tu as ça. Donc, ces 195 départements, il faut qu'au niveau de chaque département, il ait un établissement d'enseignement professionnel. Mais il faut tenir compte des potentialités du département. Si tu fais de la NACAP, tu ne vas pas aller mettre là le chocolat ou bien l'établissement où on apprend à fabriquer le marbre. Hein? Le marbre qu'on importe, moi j'ai vu un professeur de l'IMPHB, il dit que voilà, le marbre, ça c'est un calcul de chez nous. Voilà, il faut le faire, c'est tout. Donc il faut apprendre, il faut mettre au niveau, en tenant compte des potentialités. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Mais comme je dis, il faut investir massivement. Ça doit être la priorité. La priorité, ce n'est pas forcément le 5e ou le 6e pont. C'est bon, hein? Mais la base, c'est la formation des hommes. Ce qui permet à chaque homme de participer au développement de son pays et au passage d'avoir un salaire pour fonder une famille. Tu veux faire une route et puis tu dis aux Chinois, pardonnez, avant les élections, il faut terminer le pont là, c'est important pour moi. Ça sert à quoi? Votre courage, il faut dire que nous qui sommes ici depuis Présentez-vous. samedi, voilà.
je suis dans le milieu de la politique et du jeunisme en France. Donc voilà un peu. Alors je disais merci et tous mes encouragements pour tout le courage que vous aviez eu depuis les années 98 pour en arriver là. Et j'allais vous poser une petite question. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de plateforme. Tout le projet que vous nous aviez soumis tout à l'heure nous donne envie de vous suivre. Mais par rapport à la plateforme, est-ce que vos collaborateurs, vos partenaires de la plateforme sont à l'écoute de ce que vous leur proposez? Est-ce que chacun apporte aussi une certaine projection sur la politique pour à l'avenir, pour l'avenir des Ivoiriens? Et autre chose, j'allais aussi entrer dans une sorte de métaphore pour dire que moi j'étais à Abidjan il y a à peine une semaine que je suis de retour. Ce que je déplore, c'est que les Ivoiriens aujourd'hui sont tous devenus bricoleurs. Même pour draguer une femme, aujourd'hui l'Ivoirien ne sait plus draguer. On fait tout en bricolage, comme le système lui-même. Hein. Parce que tout est improvisé, comme le ministre le disait tout à l'heure. Vous remarquerez qu'on a dû dire à des gens, construisez-moi cette route avant les élections pour que je puisse me faire voir mieux. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Par contre, ma métaphore m'amène à vous dire ceci. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme quand on était à l'école, nous avions un élève qui était parmi nous et qui n'avait pas de père. Il portait le nom d'un parent ou d'un oncle. Et quelque part, ce garçon, 40 ans plus tard, on lui a dit qui était son père dans un village. Il le rencontre et il rejoint sa famille, son père qui avait d'autres enfants, 40 ans plus tard. Et ce garçon a été accepté, admis dans cette famille, mais voulait faire sa loi quelque part. C'est lui qui voulait, puisqu'il était le premier fils, il voulait déjà imposer sa volonté à ses cadets. Jusqu'à ce que le grand nombre des frères et sœurs se disent, mais attends, lui on ne le connaissait pas, on l'a accepté, on l'a intégré, et voilà ce qu'il veut nous démontrer. Donc, eux, à leur tour aussi, font une combine, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce monsieur, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Donc ma métaphore, je ne sais pas, ma métaphore m'amène à être simple, à synthétiser. Voilà quelqu'un qu'on ne connaissait pas depuis longtemps. Du jour au lendemain, il débarque, tout s'ensuit. Et aujourd'hui, ce monsieur est le responsable, j'allais dire, le résident de la République de Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, aujourd'hui, fait sa loi. Est-ce que vous, monsieur le ministre, avec tout le courage que vous aviez eu, tous les Ivoiriens autour de vous, est-ce que vous êtes prêts à en découdre pour ne pas que nous tombons encore dans un rêve? Parce que cette fois-ci, si en 2020, nous perdons la Côte d'Ivoire, c'est fini, la Côte d'Ivoire. Parce que vous entendrez en Côte d'Ivoire d'autres dire, il n'y a plus de Baoulé, il n'y a plus de Ké, il n'y a plus de Bété, il n'y a plus de Djoula, on ne doit parler que des Ivoiriens. Je pense que cela est un piège que nous devrions toutefois faire attention et nous apprêter. Merci beaucoup. C'était pour vous aider. Ce que j'en pense, je veux que les Ivoiriens, premièrement, s'inscrivent sur la liste électorale et que, deuxièmement, ils choisissent un projet. Parce que aborder le problème sous un autre angle, on a déjà essayé, on a perdu. Choisissons un projet. Parce que même s'il se trouve que on a le problème que vous avez évoqué, qu'on choisit un Ivoirien qui n'a pas de projet ou bien qui n'a pas les compétences pour réaliser le projet que lui-même demande, on va se retrouver 3 ans plus tard à dire mais celui qui est parti, il était quand même mieux. Voilà. Donc le plus important, c'est d'obliger les partis politiques, quelle que soit leur couleur et leur dimension, à parler aux Ivoiriens en termes de projet. Moi, c'est vraiment en termes de projet. Ça va éviter beaucoup de palabres. Parce que dit, bon, celui-là, il ne doit pas être, s'il doit être. On a déjà fait ça. Ça nous a conduit dans des situations. On a un président qui est en prison, qui n'est tout à fait pas sorti. Donc, arrêtons ça et regardons le projet.
s'il y a des militants de d'autres partis qui sont ici, appelez vos responsables de parti, dites vraiment, et allons du côté du projet. À tour de rôle, ou bien on va se mettre ensemble, comme ça il ne peut pas nous gagner. Ce n'est pas une affaire de victoire, c'est une affaire de développement de la Côte d'Ivoire. C'est le projet. Moi, mon projet, je le vends aux Ivoiriens et je le vends aussi aux partis politiques. En 2010, je l'ai vendu aux deux partis qui étaient au deuxième tour. Il y a un seul qui m'a trompé, mais il a acheté. En fausse monnaie, mais il a acheté. Donc je suis dans le même état d'esprit. Je le vends aux Ivoiriens ce projet. Je le vends aux partis politiques. Voilà, mais cette fois-ci, si un parti politique, comme le PDCI, bien qui a la dimension, qui peut gagner les élections, l'achète, c'est moi qui dirige le gouvernement pour le mettre en œuvre. C'est la seule combinaison qui est possible. Voilà, donc c'est pas pour être ministre. Voilà, je vous dis clairement, je ne fais plus la politique pour être ministre, même à la main dessus. À la bonne gouvernance peut-être. Comment? C'est là-bas que je vous aurais vu, à la bonne gouvernance. Non, je ne veux plus être ministre. Non, je parle pas de maintenant, je parlais d'avant. Ah oui, c'est d'avant. J'ai proposé, si vous regardez mes postes, à un moment donné, j'ai proposé de prendre la tête des régies pour que la Côte d'Ivoire trouve l'argent pour son développement. J'ai assez tendu la main, maintenant c'est moi. Bon, je n'aime pas revenir sur les choses passées. J'ai quitté le RHDP parce que j'ai voulu présenter des candidats à la députation au nom de mon parti. On m'avait demandé soit d'y renoncer, soit d'écouter le gouvernement. Et j'ai choisi plutôt de maintenir les candidats. Ça, c'est fait. C'est fait. J'ai été ministre parce qu'on m'a appelé. À partir du moment où on ne veut plus que je sois ministre, je passe à autre chose. Soit dit en passant, depuis 2009, en 2008, j'ai créé un mouvement qui s'appelait le mouvement ivoirien pour le renouveau et la renaissance. En 2009, j'ai créé un parti politique. On ne crée pas un parti politique pour être ministre. Celui qui vous dit qu'il a créé un parti politique, il veut être ministre, il veut tromper les gens. Donc, moi, j'ai créé un parti politique pour être président. La preuve, j'étais candidat en 2010. J'ai fini 5e. Donc, j'ai été ministre entre-temps parce que les Ivoiriens ne m'ont pas accordé le suffrage. Qu'est-ce que je propose de nouveau? Rien. Je propose ce que j'ai proposé depuis 2008. Donner un emploi à chaque Ivoirien. Faire en sorte que chaque Ivoirien ait une formation de qualité et ait un emploi et participe au développement de la Côte d'Ivoire en participant à la transformation des ressources dont Dieu a doté ce pays. Et ces ressources-là sont nombreuses. Ce que je propose de nouveau, c'est ça. Que les Ivoiriens apprennent à fabriquer les choses dont ils ont besoin et dont les autres ont besoin aussi pour leur vendre ça. Donc, nous allons fabriquer de la nourriture, produire de la nourriture, l'agroalimentaire, transformer ça pour la nourriture. Nous allons apprendre à coudre des costumes pour ne plus importer des costumes, mais en importer. Nous allons apprendre à fabriquer des matériaux de construction pour ne plus en importer, pour en exporter aussi. Nous allons apprendre à fabriquer des moteurs, pour fabriquer des voitures, pour y circuler.
Et pour en vendre, nous allons fabriquer des tracteurs. Parce que tant que vous ne fabriquez pas de machines, vous jouez en division d'honneur. Pour jouer la Champions League, il faut fabriquer des choses et les vendre aux autres. Et ce n'est pas interdit. La France ne va pas nous attaquer parce qu'elle a appris que les Ivoiriens sont en train de fabriquer des puces électroniques, des ordinateurs, des téléphones portables. Donc, en réalité, ce que nous proposons, ce n'est pas un changement de véhicule, ce n'est pas un changement de vitesse, ce n'est pas améliorer ce qu'il y a, mais c'est changer de route. Si on veut construire un pont, avant de prendre la décision, on s'assure qu'on a tous les Ivoiriens qualifiés pour faire ce pont. Si on veut organiser la CAN, on s'assure qu'il y a des Ivoiriens qualifiés pour construire le stade. Vous comprenez? Et pour faire ça, pour réhabiliter l'école, comme j'ai dit, il faut investir massivement dans l'école. Je vous parle de 2 000 à 3 000 milliards. Mais cet argent, on ne va pas nous le prêter. Il faut qu'on le trouve. Mais il existe, Dieu merci, sauf qu'il se trouve dans la poche des corrompus. Nous avons les moyens d'aller chercher cet argent déjà prouvé. Donc moi, la corruption, c'est l'amusement pour moi. L'amusement. Les autres disent c'est impossible. J'entends des gens qui disent oui, nous on a réglé la corruption dans notre pays. Celui qui vole, on le met en prison. Moi, je ne mets pas de prison. Il n'y a pas de prison. Nous avons augmenté les recettes douanières de 80%. On n'a pas mis un seul douanier en prison. Mais tu veux faire, tu ne peux pas faire. Tu veux faire, tu ne peux pas. Parce que c'est transparent, tout le monde voit. C'est ça. La prévention. Donc, c'est ça. Lutter contre la corruption, réhabiliter l'école pour donner une formation de qualité à chaque Ivoirien pour qu'il trouve du travail. Et pour enrichir le pays en produisant ce dont nous avons besoin et dont les autres ont besoin. Oui, c'est aussi simple que ça. Celui qui n'a pas compris ce projet, c'est qu'il ne comprend pas Baoulé. Est-ce que la corruption, stopper la corruption, mais comme il est sur le sujet, je rebondis là-dessus, est-ce que c'est la seule source des financements de vos projets? Bien, je pourrais te dire oui, mais si tu règles le problème de la corruption, que tu as 3 000 milliards de ressources supplémentaires, l'endettement en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Je ne suis pas contre la dette, mais c'est 1000 et quelques milliards, c'est-à-dire c'est la moitié de ce montant qu'on emprunte chaque année en eurobond et sur les marchés. Vous comprenez? Mais si on a le double, et qu'en plus on a la possibilité, parce que si on a le double, on aura encore plus de possibilités d'endettement. Donc, on a encore plus de moyens extérieurs pour augmenter les moyens intérieurs et pour exécuter donc, tous nos projets. Voilà. Ça va? Oui. Alors, la politique, c'est un choix. Quand vous avez décidé de faire la politique, vous ne vous reposez jamais. Depuis que j'ai décidé de faire la politique, j'ai dit, tant qu'il y aura un seul Ivoirien au chômage, moi je n'ai pas de vacances. Donc même quand je suis couché, que vous ne me voyez pas, ça tourne. Je cherche des solutions. Donc, je vous dis, je suis en France, c'est les vacances parlementaires, pour des raisons personnelles, mais je profite pour parler aux Ivoiriens de la diaspora. Parce que je me dis, ceux-là, si je leur parle de changement, ils vont comprendre. Parce qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire, parce qu'ils étaient obligés de fuir la misère. Donc eux là, ils ne peuvent pas venir en France, former des groupes, des associations, pour que ce qui se fait là continue. Ou bien ce qui se faisait avant revienne. C'est-à-dire, il y en a qui ont quitté la Côte d'Ivoire au temps où le régime actuel n'était pas au pouvoir. Donc c'est parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte. À eux, si je parle de changement, ils vont comprendre. Donc j'ai saisi l'occasion pour vous parler de changement. Je suis déçu que la salle n'ait pas été remplie, parce que je dis, vous devez être les fers de lance du changement. Parce que si vous mobilisez pour que ce qui existe là continue, ou bien ce qu'on a connu avant revienne, mais je ne comprendrai plus rien. Donc je crois que vous pouvez être les fers de lance du changement. C'est pour ça que je profite.
Maintenant, vous me posez la question de savoir, le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Il a démissionné. Mon ami, il a démissionné. Je ne comprends pas le mot contraindre. Est-ce qu'il vous a dit on a contraint comment? Oh, il a dit, monsieur le ministre, à la demande du président de la République. Sur insistance. Sur insistance. Mais le président est président. Le président de l'Assemblée nationale est président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun outil et aucun instrument juridique qui permet au président de faire partie du président de l'Assemblée nationale. Donc, moi, tant qu'il ne me dira pas quelle contrainte on a exercée sur lui pour qu'il accepte de partir alors que l'autre n'a pas les moyens juridiques de faire partir, je ne me mêle pas de cette affaire. Il a décidé de partir. Il a décidé de partir. En tout cas, vraiment, je ne vois pas. Je ne suis pas ému parce que dire que le président m'a contraint de partir ou m'a demandé de partir, pour moi, il n'y a pas de sens. Voilà. Je m'attendais à ce qu'il dise non. Mais il a dit oui, c'est fini. On parle de ça encore. Moi, j'étais dans un café tout à l'heure. Et puis, je voyais des jeunes, noirs comme moi, qui viennent jouer au loto. Ils jouent. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais ils jouent toujours. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein? J'étais ici en juin 2017. Mais quand j'ai vu le candidat Macron, j'ai dit, mais attends, lui là, il va dépasser le Parti Socialiste, les Républicains. Mais il est quitté où? Il a gagné. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 6 millions d'électeurs. Sur les 6 millions, tu as au moins 3 millions qui ne votent pas. Attention. Tu as 4 millions d'électeurs potentiels qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Il y a une marge énorme. Mais c'est pour ça que je vous parle, vous la diaspora qui savez ce que c'est que le changement qualitatif. Vous qui avez fui la misère, vous êtes dans l'humiliation et le froid. Vous n'avez pas envie que ces choses perduent. Que votre pays qui a autant de ressources, plus de ressources que la Corée et le Japon mis ensemble, ajoutez encore la Malaisie. Vous êtes convaincu qu'on peut faire beaucoup de choses, mais faites la promotion du changement. C'est pour ça que je vous parle. Je sais qu'il y a une chance sur 1000, mais je vais la saisir. C'est cette chance-là, ou ma chance, qui fait qu'aujourd'hui, Soro Guillaume a démissionné. Il y a 3 jours, personne ne pensait même à un truc comme ça. Qu'il se sépare, non? Donc, vous savez, la nature réserve des surprises. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. J'ai dit de laisser les histoires de parti de côté. Ça ne peut pas nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est une vision. C'est un projet de société accompagné d'un programme de gouvernement. Je vais répéter, comme vous l'avez répété, votre question. Non, j'ai compris. Ce qui va sauver la Côte d'Ivoire, c'est une vision, un projet de société et un programme de gouvernement qu'incarne un homme digne de confiance par rapport à son passé. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il parle de la corruption comme étant le cancer de la société. A-t-il seulement déjà lutté contre la corruption? A-t-il réussi? Voilà, les questions. Vous étiez RDR, vous étiez PDCI, vous étiez ceci. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours défendu un projet. Et c'est pour ça que, quand mes compagnons de l'UPC m'ont dit qu'on leur avait proposé des postes, je leur ai répondu, je leur ai dit, gloire à Dieu, moi j'ai créé quelque chose qui permet à des gens d'avoir des postes. Bon, prenez ça, allez-y, c'est moi qui crée. Et depuis, je suis arrivé ici, j'ai dit, j'ai créé un mouvement. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est même pas un mouvement. En vérité, ce n'est même pas un mouvement, c'est un projet. C'est un projet. La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un projet. Si on vous demande, ne dites pas c'est un mouvement, c'est un projet. C'est pour ça que je le vends aux partis politiques
je le vends à la société civile, je le vends aux Ivoiriens, je le vends aux Ivoiriens. Parce que c'est un projet, ça n'a pas de couleur. C'est un projet. Vous comprenez? C'est un projet. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi digérer mon passé. La politique n'a jamais été le cours d'un fleuve tranquille, une ligne rectiligne. À chaque fois qu'on m'a appelé pour être ministre, pour être DG, je suis allé sans regarder le parti qui m'a appelé. Parce qu'il y a du travail à faire. C'est ça qui vous donne l'impression que je suis devenu PCI, FDN. Je suis rien, je suis jamais pour là. J'ai mes idées. Quand les gens créent des inscriptions à ligne payante pour les jeunes, j'arrive, je suis pris. On me dit, mais comment on va faire? Ça, c'est la question. C'est ça que vous allez prendre pour payer votre carburant. Je dis, je n'ai pas de carburant à payer. Je suis pris. Ça, c'est moi. Je ne peux pas assumer le bilan de quelqu'un. J'assume mon propre bilan. Là, dans le champ, là, on a donné. Vous avez vu le village? Dans un champ, là, chacun a un côté, on dit ça, c'est pour toi. Il faut faire. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi je vais assumer ce que les autres ont fait? La solidarité gouvernementale, ça sert à quoi alors? Quoi? Solidarité gouvernementale, ça sert à quoi? Vous avez participé à un gouvernement? Mais ça sert à ce dont Macron en a fait. Macron était ministre des jeunes. Est-ce qu'on peut laisser Macron parler de la Côte d'Ivoire un peu? Bon, si on se balade comme ça, avec je sais pas moi, des exercices, il dit, il y a des gens qui sont dans le gouvernement et qui se présentent. Moi, je me suis présenté comme Laurent Gbagbo. J'étais son directeur général des douanes. C'est pas la solidarité gouvernementale. Mais c'est une vue de l'esprit. Je vais vous dire comment un gouvernement fonctionne. Là aussi, il faut que vous vous intéressez à ça. Chaque ministre vient avec une communication. Vous en débattez, c'est le Premier ministre qui décide d'adopter et d'envoyer ça devant le président. Même si vous êtes d'accord à rien, si le Premier ministre est d'accord, il s'en va chez le président avec, et au conseil des ministres, on ne parle pas. Au conseil des ministres, tu ne parles que lorsque le président dit c'est toi qui présente la communication, il y a des éléments techniques que je ne comprends pas, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut donner la parole au ministre là pour qu'il explique techniquement? Ça, vous pensez solidarité gouvernementale? On n'a pas fait la même chose, hein? J'ai écrit, je vous dis, j'ai dit, monsieur le candidat, c'est la même lettre. Si nous luttons, je peux vous envoyer une copie si vous me donnez votre contact. Répondez à ma question. Vous n'êtes pas là pour me donner des ordres. Hein? Non, mais moi je veux non. Votre position de journaliste ne vous permet pas de me donner des ordres. Je ne vous donne pas d'ordre. Bon. Monsieur le ministre, on ne vous donne pas des ordres. On vous pose des questions, répondez aux questions. Ou alors vous dites non, ça va, la conférence est terminée. Je suis en train de répondre. Il me dit répondez aux questions. Comme si je ne voulais pas répondre. Vous voulez m'envoyer la lettre. Je dis répondez à ma question. Mais pourquoi pas? Je peux vous envoyer la lettre. Elle dit que je vous ai envoyé la lettre. Est-ce que c'est pas... Je vous écoute, monsieur le ministre. Désolé. Je ne vous donne pas d'ordre. Désolé. Voilà. Merci de... Voilà. Écoutez-moi. Je vous écoute. Voilà. J'ai écrit. Je peux vous prouver ce que j'ai écrit. C'est ce que je voulais dire. J'ai écrit, j'ai dit, si on lutte contre la corruption, voilà ce qu'on peut gagner. Et en 5 ans, voilà ce que ça peut rapporter. Et donc, si ça rapporte ça, voilà les secteurs auxquels il faut allouer. Je fais la répartition du levier. Il dit, ok, je suis d'accord avec ça. Et je suis prêt à vous associer à la mise en œuvre conformément à vos compétences. Mon ami, je n'avais pas les moyens d'aller dans le programme Vivre Ensemble pour voir. Il a tout le temps parlé pendant sa campagne, la lutte contre la corruption. Il a traité le régime précédent de corrompu. Vous étiez là. Non, cette personne s'engage à lutter contre la corruption. J'ai dit, qu'est-ce qu'il prouve? Monsieur, je n'ai pas fait ça. Je suis allé. Et je me suis mis au travail, j'ai commencé à lutter contre la corruption. J'ai sorti les fonctionnaires. J'ai rendu les concours transparents. Vous êtes assis devant l'ordinateur, vous finissez de composer, vous avez votre résultat, vous êtes à la maison. J'ai fait ça. Lutter contre la corruption. J'ai sorti
du fichier de la fonction publique des gens qui y sont entrés. Ils étaient admis au concours, mais avec de faux diplômes. Je l'ai fait. Pourtant, c'est la politique qui vous a séparé de ce gouvernement. C'est quoi? Pourtant, c'est la politique, la gestion politique du pays qui vous a séparé de ce gouvernement et non la gestion des affaires du pays. Bon, monsieur, vous me faites penser à des choses auxquelles je ne pensais plus. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien, moi je voulais sortir. On n'a pas besoin de crier, je vais sortir, je voulais sortir. Ça a coïncidé avec le moment où il m'a appelé un matin pour me dire, je vous confie l'enseignement supérieur. J'en ai versé des larmes. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un tel honneur? Je voulais tellement participer à régler le problème de la jeunesse estudiantine. J'ai dit, bon, je vais attendre. Il y a ce bout à faire, je vais le faire. Je n'en ai pas eu le temps. Malheureusement, j'ai fait le diagnostic. J'ai juste le temps de créer l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai créé. Envers le compte tous. Aujourd'hui, ça en passe de devenir la plus grande université de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, une formation de qualité et un emploi bien rémunéré, c'est possible. Même si ce n'est pas possible ailleurs, c'est possible en Côte d'Ivoire. 2. Inscrivez-vous sur la liste électorale à venir. Faites tout pour avoir vos papiers administratifs qui vous permettent de vous inscrire sur la liste électorale à venir. 3. Cette fois-ci, c'est notre dernière chance. Ne votons pas comme on a voté par le passé. Votez un parti, une ethnie ou une fortune. Votons un projet et un programme de gouvernement réaliste et réalisable. Quelle est ma conclusion? Si vous êtes d'accord avec ce projet, je souhaite que vous l'amplifiez, vous le fassiez connaître à ceux qui ne sont pas venus. Et surtout, j'aimerais bien que certaines personnes prennent contact avec moi pour représenter ce projet en France, à Paris. Merci beaucoup.